je vais essayer brièvement de vous résumer un peu ce que nous faisons sur la planète Mars depuis l'arrivée du robot Curiosity le 6 août 2012 au niveau du cratère de Gale. Alors comme vous pouvez le voir, hein, et vous le savez déjà, c'est un robot qui est quand même une prouesse technologique, c'est un peu, on dit, la Cadillac des rovers. Il fait à peu près 1 tonne. Il est équipé d'un laser en haut de son mât. Et des lasers dans l'espace, on n'en avait pas envoyé. Donc c'est quand même une grande première. Et j'aime autant vous dire qu'on a préparé cette mission pendant une dizaine d'années. Et on était vraiment dans l'expectative quant à ses chances de réussite. Or, le portrait robot que vous voyez en bas à gauche de cette première image vous montre qu'effectivement on est bien sur Mars. Alors 570 millions de kilomètres, 9 mois de voyage. Mais retenez bien, le signal entre la Terre et Mars, c'est 15 minutes. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on va encore faire sur Mars? Plus de 40 missions depuis les années 70. Alors sur ce portrait de famille que j'aime bien, vous voyez tout ce qui est autour de Mars qu'on appelle les orbiteurs. Donc c'est un premier type d'instrument qui va donner une couverture globale de la planète. Et des instruments qui atterrissent. Alors on les appelle landers s'ils atterrissent sans bouger, et rovers s'ils atterrissent en se déplaçant. Donc excusez les anglicismes, mais comme c'est souvent des missions pilotées par la NASA, on a souvent affaire à ce langage. On pourrait dire atterrisseur, astromobile et satellite, ça serait un peu plus français. Alors qu'est-ce que nous ont apporté ces missions ? En fait, elles nous ont apporté quand même des données de base fondamentales. Là, vous voyez un planisphère avec lequel vous devez être familier. Donc un hémisphère nord-sud plutôt, qui est dans des teintes rougeâtres. En fait, c'est l'altitude, hein, plus c'est haut, plus c'est rouge. Et c'est vraiment très lunaire et très cratérisé, cet hémisphère sud. Par contre, l'hémisphère nord est beaucoup plus plat et il a 5000 mètres de dénivelé par rapport à l'hémisphère sud. Vous voyez un équateur, par ailleurs sinueux, et au milieu de cet équateur, la grande balafre de Valles Marineris, qui fait près de 6000 km de large, et les bombements volcaniques, dont le mont Olympe, qui fait 20 km de haut, le plus haut volcan du système solaire. Alors, qu'est-ce qui est fascinant dans ce planisphère? C'est que si vous allez du sud au nord, vous avez des terrains qui datent de plus de 4,5 milliards, qui datent de 4 milliards d'années, et plus vous allez vers le nord, plus les terrains sont jeunes. Alors si on compare ça avec la Terre, c'est totalement différent, parce que sur Terre, les terrains qui ont plus de 3,5 milliards d'années, c'est 3% de la surface. Pourquoi? Parce que sur Terre, il y a une tectonique des plaques qui restructure le visage de la Terre en surface en permanence, donc qui efface sa mémoire. On pourrait dire que la Terre, c'est une vieille dame liftée, donc elle a perdu la mémoire de son existence, alors que la Mars, c'est une vieille dame, pas liftée, elles sont nées exactement au même moment, et on va voir que dans les rides de la surface martienne, on lit toute cette histoire. Donc cette surface que vous voyez sous vos yeux, c'est un continent unique, il n'y a pas d'océan, et vous pouvez lire toute l'histoire de la planète depuis des temps extrêmement anciens. Alors cette histoire, très brièvement, hein, vous avez en haut une échelle de temps, 4,5 milliards, un peu plus qu'1,5 milliard, naissance du système solaire, de toutes les planètes donc du système solaire, et vous avez 3 grandes ères, le noachien, l'hespérien et l'amazonien. La période qui nous intéresse, qui est la période noachienne, est la période la plus ancienne, donc qui correspond à des terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années et qui occupent l'essentiel de l'hémisphère sud. Et quand on lit la surface de cet hémisphère sud, que voit-on? On voit des lits de rivières fossiles avec des affluents, avec tout ce système de ramification prodigieux. On voit des lacs asséchés, en fait des lacs de fond de cratère, et certains chercheurs à l'imagination fertile imaginent même que tout l'hémisphère nord, donc c'est les petits cartouches que vous voyez sur la droite, étaient occupés par un océan. Alors comment tracer tout ça aussi d'un point de vue géologique? On trouve aussi des argiles. Alors les argiles, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les argiles c'est quoi? Si vous prenez un basalte, donc qui est en gros la surface de Mars, une roche basaltique, vous laissez ce basalte barboter dans l'eau pendant des milliers d'années, ça se transforme en argile. Donc en sens inverse, quand vous trouvez des argiles sur Mars, vous avez la trace qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Donc en résumé, ces terrains noachiens nous prouvent qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars
et qu'au début de son histoire, Mars était chaude et humide et avait beaucoup de ressemblances avec la Terre. Et puis à 3,7 milliards d'années, catastrophe climatique qu'on pourra expliquer tout à l'heure, qui est, on va le voir, liée à l'arrêt du champ magnétique. L'atmosphère commence à s'échapper. Du coup, il commence à faire un froid pelard, c'est l'inverse de l'effet de serre, et l'eau liquide va disparaître à la surface de la planète, et donc on va voir l'ère hespérienne, puis l'ère amazonienne, ères qui sont familières pour nous, puisque Mars a acquis durant ces périodes la surface qu'elle présente aujourd'hui. Elle est rougeâtre, comme rouillée, et totalement aride, desséchée, où la seule eau présente est sous forme de glace ou de gaz. Donc en fait, si vous comparez les deux planètes que sont Mars et la Terre, à gauche, vous voyez qu'elles sont nées à la même période. Leur climat était pour les deux chaud et humide. Donc autour de 4 milliards, 3,7 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide sur les deux planètes. Il faisait probablement un climat équivalent. Or, comme vous êtes censé le savoir, on a trouvé des traces de vie sur Terre qui datent de plus de 3,5 milliards d'années. Donc la question que se posent les chercheurs, et pourquoi pas regarder sur Mars? Et pourquoi Mars est potentiellement plus riche en informations que la Terre? C'est que sur Terre, les terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années, c'est à peine 3% de la surface, parce que la Terre, comme je vous le disais, son visage a été restructuré par la tectonique des plaques, donc elle a très peu de terrain ancien. Je vous dis 3 à 4 à 5% de la surface de la Terre, ce sont des terrains anciens. Mais Mars, c'est 70% de sa surface qui a plus de 3,5 milliards d'années. Donc ce sont des archives absolument incommensurables, d'où l'idée d'aller sur Mars avec l'espoir de trouver l'émergence de la vie, donc ces premières molécules prébiotiques. Donc chercher l'origine de la vie sur Mars, c'est un des grands objectifs. Sur Terre, c'est beaucoup plus difficile et il faut effectivement, pour ce faire, trouver un site approprié, un robot adapté. Bien entendu, vous êtes au courant que sur Terre, cette évolution, elle a continué puisque l'eau n'a pas disparu. Comme je vous le disais, sur Mars, l'eau liquide a disparu de sa surface autour de 3,5 milliards d'années. Et là, à ce moment-là, les conditions de vie sur Mars ont disparu. Je peux vous présenter quand même le cratère de Gale. C'est un très grand cratère qui fait 150 km de large et qui se situe au niveau de l'équateur martien. Donc il se situe dans des terrains qui correspondent exactement aux terrains qu'on cherche, puisque c'est des terrains qui ont plus de 3,5 milliards d'années. Donc ce cratère, c'est un cratère assez merveilleux parce qu'il fait 150 km donc, de large, et comme vous voyez sur l'image du haut, c'est un cratère. Alors il y a une zone bleue au fond. On imagine, c'est une zone profonde qui aurait pu avoir dans cette zone un ancien lac. Au milieu du cratère, vous avez une montagne absolument fabuleuse. Moi, je l'appelle le colosse aux plaies d'argile. C'est le mont Sharp qui fait 5000 mètres de haut. Alors, vous voyez le Mont Blanc et toutes ces montagnes alpines. Imaginez le Mont Blanc en couche d'argile. Donc, le mont Sharp est absolument étonnant parce que c'est une montagne qui est faite de strates argileuses à sa base et de sulfate à son sommet. Et comme je vous le disais, l'argile trace la présence d'eau à des époques révolues sur Mars. Et on espère dans ces feuillets argileux trouver des molécules organiques qui seraient les premières traces de vivant. Maintenant, il fallait un robot sophistiqué. Alors dans cette image, vous voyez au premier plan un tout petit robot, c'était le premier Sojourner, la taille d'un micro-ondes, un instrument à son bord. Après sur la gauche, vous voyez Spirit et Opportunity. En fait, c'est deux jumeaux, ils ont la taille d'une grosse brouette, ils sont alimentés par des panneaux solaires et ils avaient 5 instruments à leur bord. Et enfin, vous voyez que la maquette de Curiosity, alors là, c'est pas du tout du même ordre. C'est un robot qui fait près d'une tonne, donc c'est en gros la taille d'une Clio. Vous remarquez, il y a 6 roues motrices, il y a un mât, en haut du mât, vous avez le laser, il y a un gros bras. Et vous voyez, vous le remarquez, il n'y a pas de panneau solaire parce que ce robot, pour faire fonctionner des instruments aussi sophistiqués, vous avez 10 instruments à son bord, dont certains fonctionnent la nuit, et ben les panneaux solaires, ça ne marcherait pas. Donc il est mu par une pile nucléaire, une pile au plutonium. Donc
on va voir un peu plus en détail les instruments qu'il y a sur ce robot. Il y a en fait 10 instruments sur ce robot, 17 caméras. Donc c'est absolument éblouissant. C'est à la fois un géologue de terrain robotisé et un laboratoire qui se déplace. Et c'est vraiment la plus ambitieuse mission jamais imaginée sur Mars. Comme on est un peu à l'esprit hexagonal parfois et un peu pas vraiment fiers de nos prouesses technologiques, soyons un peu positifs par rapport aux Français que nous sommes en ces périodes un peu difficiles. Et ben sur ce robot purement américain à la base, et ben 2 instruments sur 10 sont franco-américains. Et ces 2 instruments absolument fondamentaux. Alors vous avez ChemCam, Chemistry Camera, c'est le laser sur lequel je travaille, donc qui se situe en haut du mât et qui va permettre d'analyser les roches à distance sans se déplacer. Et ça analyse les roches en quelques secondes. Alors l'intérêt, c'est toute la tactique de déplacement du robot qui en dépend. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les roches très rapidement, on va se dire c'est intéressant, c'est pas intéressant. Si c'est intéressant, on se déplace. Si c'est pas intéressant, on passe notre chemin et ainsi on économise énormément de temps et le temps coûte beaucoup d'argent sur la planète Mars. Donc cet instrument, il marche tout le temps et il donne des analyses, c'est un peu l'instrument de prospection. Et il marche en amont. SAM, qui est l'autre instrument français, est dans le ventre du robot. Et alors lui, c'est 3 instruments en un spectromètre en phase gazeuse, la chromatographie. C'est vraiment un instrument complexe et c'est l'instrument phare aussi de ce robot puisqu'il va mesurer ce qu'on appelle les schnops. C'est quoi les schnops? C'est toutes les molécules et les atomes à la base du vivant, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore. Et ces atomes, pour être mesurés, demandent un instrument de très très grande précision. Et c'est ce spectromètre qui est dans le ventre du robot. Donc en fait, au bout du bras du robot, on peut échantillonner des poudres de sol et de roche, les faire glisser dans le ventre du robot, c'est transformé en petites capsules et on procède à ces analyses. Sinon, vous avez tout un tas d'autres instruments, donc des instruments de climatologie, REMS, DAN et RAD. RAD, c'est pour mesurer les radiations. Si un jour on envoie un homme sur Mars, c'est autant savoir comment la planète est irradiée. Et puis au bout du bras, vous avez encore un instrument de chimie qui s'appelle APXS, une caméra et des foreuses, des brosses, etc. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc on a trouvé le site approprié, on a construit ce robot pendant plus de 10 ans. Donc après, tout était fin prêt pour le décollage qui a eu lieu le 26 novembre 2011 à Cap Canaveral, donc soit 8 ans après l'appel d'offres. Donc j'aime autant vous dire qu'on était tous un peu inquiets. On a eu la chance d'aller à Cap Canaveral assister au décollage, qui était quand même une expérience fabuleuse. Et la fusée est bien partie. Donc après ce décollage, 9 mois de voyage, il peut s'en passer des choses. Il ne s'est rien passé, tout a fonctionné normalement. Et le pire pour nous était l'atterrissage, c'est-à-dire l'entrée dans l'atmosphère martienne. C'est la dernière étape qui durait 7 minutes pour franchir 125 km. Sur cette image, vous voyez en haut à gauche la capsule, donc le véhicule de croisière qui arrive à plus de 5900 mètres par seconde alors qu'il est qu'à 125 km d'altitude. Donc il va falloir freiner tout ça. Alors il y a des dispositifs de rétrofusée, de délestage. Évidemment, ce freinage intense va induire un pic de décélération, un chauffage monstrueux. Heureusement, on a un bouclier thermique qui va protéger la capsule. Puis après, vous avez un parachute supersonique qui va souffrir. À ce moment-là, on est à 8 km du sol et on est à 125 mètres par seconde. Le parachute s'est déployé, le bouclier thermique se détache. Vous pouvez voir un petit radar qui se met en action, petit radar qui va essayer d'estimer les aspérités sur la zone d'atterrissage. Après, vous voyez le véhicule de descente qui se décroche. Et enfin, un système insensé de grutage qui va déposer tout gentiment le robot, qui fait quand même 1 tonne, au bout de 4 filins sur la surface de Mars.
Donc autant vous dire qu'un atterrissage comme ceci, de 125 km de distance en 7 minutes, évidemment, je vous ai dit que le signal pour aller de Terre à Mars met 13 à 15 minutes. Donc on ne pouvait pas le piloter de la Terre, c'était piloté à l'intérieur du robot lui-même, donc on n'avait aucun contrôle. Donc j'aime autant vous dire que quand on s'est retrouvé à Pasadena, donc cette soirée du 6 août, on est rentré dans le bunker du JPL, on voyait la Mars dans la constellation de la Vierge, et on se disait, mais c'est peut-être que dans une demi-heure, notre robot sera sur Mars. Et quand on a été dans les salles à l'intérieur du JPL, à un moment donné, on ne savait pas, puisque le signal nous n'était pas parvenu, si le robot avait atterri ou pas. Et donc on a dû attendre 7 minutes en plus pour avoir la réponse. Le JPL où nous étions tous, c'est le Jet Propulsion Laboratory, qui se trouve à Pasadena et qui est le grand centre d'opération dans lequel l'essentiel des missions, qu'elles soient sur Mars, sur Vénus, sur Io, l'essentiel de pilotage se fait du JPL qui se trouve à Pasadena. Donc on était tous là-bas pour l'atterrissage, on ne savait pas ce qui allait nous attendre en termes de travail, là c'était l'excitation, est-ce que tout va bien se passer? Et c'est une séquence d'événements tellement improbables qu'on était vraiment tous vraiment anxieux. Regardez les deux gros yeux qui en haut, ce sont les premières images qu'on a eues du sol, de cratère de Gale. Et sur l'image en haut à droite, vous pouvez voir le mont Sharp et la dune de sable noir qui est à ses pieds. Donc ces premiers jours, en fait, les chercheurs ne travaillaient pas beaucoup parce qu'il s'agissait de voir si tous les instruments à bord du robot avaient survécu sains et saufs à l'atterrissage. On a déployé les antennes, celles qui pointent vers la Terre. On a vérifié les roues, vérifié l'articulation du bras. Et ma foi, il s'agit de trouver un nom pour ce site d'atterrissage. On a tous opté pour Bradbury. Évidemment, c'était un clin d'œil aux chroniques martiennes. Et donc, on a décidé à l'unanimité de le baptiser Bradbury Rise. La diapositive suivante va vous montrer, par une petite pastille verte, l'endroit où on a atterri. Plein sud, il y a une ellipse qui entoure le pied du mont Sharp, où vous voyez une espèce de vallée, et c'est notre destination. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas allé plein sud et pourquoi vous faites un peu le chemin, vous le rallongez vers l'ouest? Tout simplement, c'est que pour aller au mont Sharp, il faut une voie de passage. Ce robot, il ne peut pas grimper dans des dénivelés importants. Donc, la seule voie de passage par rapport à l'endroit où on a atterri, elle est au sud-ouest. Alors, ce qui fait une distance quand même d'une quinzaine de kilomètres, ce qui n'était pas évident. Et donc, il y a vous voyez le landing site, donc la petite pastille verte, la base du mont Sharp, donc la pastille bleue que vous voyez en bas, mais vous voyez une autre pastille verte juste à côté de une autre pastille bleue, pardon, à l'est de la pastille verte qui s'appelle Glenelg. Donc cette pastille se situe à 500 mètres de notre lieu d'atterrissage. Et donc en fait, on a décidé tous ensemble de faire un détour plutôt que d'aller directement vers le mont Sharp de 500 mètres à l'est. Et entendez, asseyez-vous bien, ces 500 mètres de détour nous ont coûté 9 mois. Donc 9 mois, c'est considérable parce qu'on a voulu faire ce détour, vous le distinguez peut-être un peu, mais on a une zone, une espèce de point triple à l'est de la zone d'atterrissage, une zone plus claire, et on s'est dit, cette zone, on ne la retrouverait pas en route vers le mont Sharp, donc ça valait le coup de faire un crochet. Alors tout ça, c'est pour vous introduire les opérations martiennes. Prendre ce type de décision, c'est des décisions collégiales, mais on est 500 chercheurs sur ce robot. 500 chercheurs, c'est pas une mince affaire. 500 chercheurs qui doivent décider d'une seule voix de ce qu'il faut faire. Alors déjà, on est divisé en deux groupes. On travaille 250 par 250. Donc une semaine, vous avez 250 chercheurs. L'autre semaine, on se repose, vous avez 205 autres chercheurs qui les remplacent.
Et au sein de ces opérations qu'on met en œuvre maintenant depuis l'atterrissage le 6 août 2012, eh ben, évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça de façon spontanée. Il a fallu faire des flight schools. Donc, à 1 an avant l'atterrissage, on est tous allés au Jet Propulsion Laboratory pour apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler avec des groupes extrêmement hiérarchisés dans une organisation très militaire où chacun est à sa place. Donc vous avez des gens qui sont plus spécialistes dans la minéralogie, d'autres dans la biologie, d'autres dans l'environnement, d'autres dans le traitement de données. Tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc c'est quoi le travail? C'est de recevoir les données du Curiosity qui nous envoie à la fin de sa journée. On a 1 heure à peu près pour traiter toutes ces données. Et une fois qu'on a des indications au premier ordre de ce que le Curiosity a vu et analysé, et ben on prépare le N et le N+1. Donc on prépare la journée et le lendemain et le surlendemain. Et donc c'est militaire, et donc quand moi je suis revenue de Pasadena au bout de 3 mois, tout le monde m'a dit « Ah, c'était bien tes vacances en Californie, ben on t'a pas vu depuis longtemps. » En fait, il faut savoir que quand on rentre au JPL, on s'emprisonne, c'est passionnant, mais on n'en ressort plus. Donc d'où ce petit cartoon. C'est une organisation complexe et militaire où vous voyez une espèce d'agenda. Cet agenda, on y est soumis dès qu'on rentre en opération. Donc sur la gauche, bon, vous avez l'heure à laquelle on arrive et on va avoir une durée de travail de 16 heures. Donc, et ce curseur se déplace inexorablement. Ça veut dire qu'à des heures tout à fait précises, on doit être tous là, au rendez-vous, et rendre nos copies, si vous voulez. Donc les premiers rendez-vous, c'est traiter les données, le curseur se déplace, après on va se réunir et décider de ce qu'on va faire. Donc chaque instrument a voix au chapitre, donc évidemment c'est pas facile, parce qu'on nous dit quand on arrive en opération, bon demain Curiosity a tant d'énergie disponible. Ça veut dire que vous pouvez faire de la recherche pendant 2 heures, c'est-à-dire vous pouvez programmer 2 heures de travail, mais certains jours on nous demande non, ça, vous pouvez programmer 15 minutes, vous pouvez, donc on a ce créneau horaire qui est très contraint, et au sein de ce créneau, il va falloir qu'on se mette tous d'accord, c'est tel instrument, sachant qu'il y en a 10, souvent il y a de la bagarre, qui va faire telle chose, et donc il faut que ça soit consensuel. Alors on a des délégués qui, une fois qu'on s'est mis d'accord, mais on a un temps limité pour se mettre d'accord, vont nous représenter et vont aller à une réunion au sommet où les grands Manitou de la mission vont valider ou pas nos desiderata à l'aide des ingénieurs, bien sûr. Et une fois que c'est validé, nos délégués reviennent dans nos salles. Hein, vous voyez les salles en haut à droite sur la petite photo. Et là, on va créer des séquences informatiques qu'on va... donc toutes les opérations qu'on a décidé de faire se traduisent sous forme de séquences qu'on va tricoter pour finir par les envoyer aux ingénieurs. Mais on n'a pas fini, parce qu'une fois que ce travail-là est fini, ben nous on rentre en science discussion, comme disaient les Américains, c'est-à-dire qu'on discute de ce qu'on a vu les jours précédents et on doit prendre date, c'est un peu la guerre. Si on a vu des choses intéressantes, c'est le premier qui parle qui a raison. Donc là, pourquoi on est un tout petit peu fatigué quand on est français dans ces opérations, c'est qu'on est réglé à l'heure californienne. Alors quand les Californiens, eux, travaillent de 9 h du matin à 2 h de l'après-midi, et ben nous, on est dans la situation suivante. Si on veut travailler avec eux de France, on doit travailler de 5 h de l'après-midi à 2 h du matin. Donc c'est pas si simple que ça. Donc la diapositive suivante vous montre le laser ChemCam. On va pouvoir passer cette diapositive, mais ce laser, il est quand même extraordinaire. C'est la première fois qu'on envoie un laser dans une planète donc à l'extérieur de la Terre. Et ce laser, c'est un laser pulsé de haute énergie qui va éclater la matière à une distance entre 3 et 7 mètres. Donc les cibles peuvent être situées jusqu'à 7 mètres de distance. Et la matière, on va créer un plasma, donc un plasma sur un tout petit volume de 15 000 degrés. Et ce plasma, en se désexcitant,
va émettre de la lumière dans différentes longueurs d'onde, et ces différentes longueurs d'onde vont être diagnostiques des éléments contenus dans la cible. Alors, c'est un peu compliqué, mais vous voyez sur cette image de coronation, donc la première cible qu'on a tirée, ce qu'on appelle un spectre. Donc vous voyez tout un tas de pics, et sur ces pics, vous voyez des noms d'atomes. Donc les pics sont symptomatiques en fonction de leur longueur d'onde d'un atome donné, et la hauteur du pic de l'intensité, donc de la concentration de cet atome dans la cible analysée. Donc là, ce qui était formidable, le premier tir, on l'a fait le sol 13. On était extrêmement content parce qu'on avait vraiment peur que ça ne marche pas. Et le laser donc s'est allumé parfaitement. Et pour vous donner une idée, là on est au 650e sol martien à peu près. Donc sol, je ne vous l'ai pas dit, c'est un jour martien. C'est un peu plus long qu'un jour terrestre. Et on est à plus de 140 000 tirs laser. Et le laser marche toujours. Là, c'est quelques images un peu emblématiques de ce qu'on a trouvé. Et donc, la première découverte a été ces conglomérats. Vous voyez l'image à gauche. Vous voyez comme une espèce de ciment avec des galets centimétriques. Et ça, qu'est-ce que ça traduit? C'est un fond de rivière fossile. Vous êtes toujours tous baignés dans des torrents de montagne. Évidemment, l'action du courant émousse les rochers qui sont entraînés par ce courant pour en faire des galets, et vous remarquez qu'il y a des particules argileuses quand vous vous baignez, et vous imaginez qu'au cours des millénaires, l'eau va s'évaporer, donc la rivière va se dessécher, et sa trace fossile, ce sont ces conglomérats. Donc quand on a trouvé des conglomérats, on a eu la preuve qu'on avait vraiment un lit de rivière fossile. En fait, c'est une rivière qui entaillait le flanc nord du cratère de Gale, et nous, on a atterri au niveau de son cône alluvial, donc au niveau de son déversoir, si vous voulez. Et donc là, on avait vraiment la preuve tangible qu'on a eu une rivière à cet endroit-là, rivière qui a probablement débouché dans un lac. Alors, vous voyez à droite que ça ressemble tout à fait à un conglomérat terrestre. Les premiers forages qu'on a fait dans ces minéraux passionnants pour nous que sont les argiles. Je vous l'ai expliqué, les argiles, ce sont des minéraux hydratés qui résultent de l'altération de basalte, et c'est des minéraux en forme de feuillet, et c'est le berceau, si vous voulez, ces minéraux sont le berceau potentiel de la matière organique. C'est pour ça qu'on traque ces argiles. Donc ces grandes dalles d'argile, alors pourquoi ces dalles sont polygonales? C'est l'action du gel et du dégel, on voit ça très couramment sur Terre. Ces forages, c'est des forages tout petits, c'est moins de 2 cm de diamètre. Et vous voyez à droite quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'argile est rouge en surface, mais en fort et en profondeur, elle est verte. Donc en surface, elle est oxydée, elle est complètement irradiée par les ultraviolets, donc on a peu de chances de trouver de la matière organique. Par contre, dans la partie verte que vous voyez, c'est plus réduit, ça a été protégé de ces ultraviolets, et donc c'est dans ces genres de matériel que Sam, le spectromètre dans le ventre du robot, fait ses analyses pour trouver les schnops dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la diapositive suivante, je vais un peu passer, mais ce que vous voyez sur la droite, c'est la cupelle qui va prendre du sol et du sable martien, des argiles aussi, le transformer en pastille, et en bas à droite, vous voyez une analyse telle qu'elle est faite par Sam. Alors Sam, il peut analyser l'atmosphère de Mars, il peut analyser le méthane. Alors vous savez peut-être que le méthane est une évidence indirecte de matière organique à la surface de Mars. Et il peut analyser le carbone. Et là voilà l'avant-dernière diapositive pour vous montrer l'endroit qu'on vient de quitter, qui est le site de Kimberley. Donc vous voyez, la géologie est riche dans ces zones. Vous voyez au loin le mont Sharp, on n'est pas encore arrivé à destination. Il faut savoir qu'à chaque fois on repousse l'échéance, même si on avance assez rapidement, malgré tout, on avance beaucoup plus rapidement que les 500 premiers mètres qu'on avait mis 9 mois à faire. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus traînasser comme ça. Alors on avait bien fait de traînasser parce qu'on a trouvé plein de belles choses, mais maintenant l'objectif c'est le mont Sharp
Donc on trace la route, sauf quand on rencontre ces espèces de strates que vous voyez au premier plan et qui exigent de faire quand même une pause. C'est un peu sur l'autoroute, l'aire de repos pour le robot, et c'est là que les scientifiques se remettent à faire plein d'analyses. Mais il faut savoir que le laser, lui, même quand on trace la route, il fonctionne. On fait ce qu'on appelle en anglais du blind targeting. Donc on tire, même si on ne sait pas sur quoi on cible, mais on a quand même des images qu'on prend en même temps. Donc ça nous donne une bonne statistique des roches et des sols analysés. Donc au loin le Mont Sharp, et à chaque fois on repousse la date d'arrivée. On nous a dit c'était mi-2014, maintenant fin 2014, voire début 2015. Et si les roues nous portent, parce que le problème on s'y attendait absolument pas, tout marche à merveille, les instruments, mais les roues sont totalement déchirées parce que les cailloux à la surface de Mars sont très pointus. Et là, c'est pas des pneus Michelin, hein, c'est des roues en alliage d'aluminium avec des jantes en alliage de titane comme dans les VTT, et les roues subissent des dommages qui fait qu'on est obligé d'optimiser notre en choisissant les zones sableuses, donc allonger notre trajet. Donc la dernière image, et on va pouvoir commencer la discussion, vous voyez au loin notre objectif final qui est le Mont Sharp. Donc au premier plan, vous avez un reg orangé qui est le genre de surface que l'on traverse depuis qu'on a atterri. Au deuxième plan, vous voyez un cordon dunaire de dunes plutôt noires. Et puis après, vous voyez les strates argileuses du Mont Sharp horizontales, et au sommet de ces strates argileuses, des zones plus claires qui sont probablement des feldspaths. Donc voilà, j'en ai terminé. C'était un peu long, j'en suis désolée, lié aux problèmes techniques, mais on va pouvoir discuter maintenant tous ensemble.